comment ne pas parler de culture de l'imaginaire sans évoquer Gameflow? Parce que Gameflow, c'est une maison d'édition de jeux, mais pas que, on va en parler dans un instant. Et surtout, c'est une super gamme pour les enfants, ma première aventure, dont le 3e tome arrive à la fin du mois de septembre. Je vous propose de parler de tout ça avec l'un des fondateurs de Gameflow. Il s'agit de Roméo Aignan. Bonjour Roméo. Bonjour, bonjour. Alors avant d'évoquer l'Odyssée du Phobos, Affinity et puis plein d'autres choses, j'aimerais que vous nous parliez un peu de vous pour proposer du jeu et monter une maison d'édition. On imagine clairement que le jeu c'est une grande partie de votre vie. Comment c'est arrivé, à quel moment et surtout par quel genre de jeu? Ah bah alors moi des jeux j'en ai fait je pense de tout type et depuis tout petit. On a fait donc avec mon collègue Clément, donc on est deux dans Gameflow. Donc on a fait du jeu de rôle ensemble depuis la primaire, on a fait des tas de jeux de société, des jeux de figurines, du jeu vidéo, enfin culture ludique très très large de ce côté-là. Du coup moi j'avais une formation d'infographie à la base. J'ai travaillé un petit peu dans le jeu vidéo, puis j'ai commencé à faire un jeu pour moi, enfin un prototype de jeu de société qui a été signé, qui s'appelle Sabordage, qui est sorti chez Ori Games. Et c'est à la suite de la sortie de ce jeu que Clément est venu vers moi. Donc lui, il avait une formation de programmeur dans le jeu vidéo également. Il est venu vers moi, il m'a proposé d'essayer d'éditer nos futurs jeux ensemble en fait. J'avais le prototype de Chimère à l'époque et ça a été du coup notre premier jeu chez Gameflow. Alors ça veut dire que le premier jeu est arrivé et vous avez tout de suite pensé à monter une maison d'édition. Comment ça s'est passé cette aventure? C'était un mélange de on doit pouvoir le faire, on a les compétences qu'il faut. Moi j'avais déjà un pied dans la porte entre guillemets du milieu du jeu de société, donc je commençais à voir un peu comment ça marche. Et puis on se disait que auteur c'est très dur comme situation pour en vivre, et donc on s'est dit si on veut essayer d'en vivre sérieusement, il faut peut-être essayer d'aller jusqu'à l'édition plus que d'essayer juste d'être auteur. Enfin, juste, c'est un sacré boulot. Hein. Et donc, du coup, on s'est dit pourquoi pas. On a essayé. Et puis, au pire, ce serait toujours intéressant. C'est amusant comme travail. Enfin, voilà. Et maintenant qu'on en a fait un truc sérieux, on se rend bien compte pas que c'est effectivement amusant, mais que c'est aussi beaucoup de boulot. Alors avec Clément Leclerc, hein, votre partenaire, on vous retrouve sur tous les jeux proposés par Gameflow. Est-ce que ça veut dire que Gameflow va avoir pour mission d'éditer tous vos jeux parce que vous en avez des tas à proposer, ou est-ce que vous êtes aussi ouvert, comme n'importe quelle maison d'édition, à d'autres projets, d'autres créateurs? Alors notre première démarche, c'était d'éditer nos jeux parce qu'on en avait un certain nombre et on trouve la partie game design très intéressante. Après, là, plus récemment, on a donc ma première aventure qui nous prend pas mal de temps, où on a écrit un certain nombre, et on commence à se rendre compte que c'est difficile de faire tout le travail d'édition et en même temps d'avoir le temps de développer des jeux autant qu'on voudrait en faire. Donc c'est probable qu'on s'ouvre de plus en plus vers des jeux extérieurs, même si pour l'instant on en a assez peu. On a un jeu qui s'appelle Thor Dragon d'Or, qui n'est pas encore sorti, qui est dans les futures sorties de Gameflow, qui est du coup fait par Jean-Philippe Sahu, qui est un auteur de Grenoble avec lequel on travaille régulièrement, qui est un des auteurs d'ailleurs d'Affinity. Donc on se loue à cette idée de faire des jeux d'autres genres, mais c'était pas l'intention de départ, sans être non plus une interdiction qu'on s'était fixée, hein, mais on se rend compte avec le temps que c'est probablement une nécessité au bout d'un certain point, quoi. Parce qu'au final, vous n'avez pas beaucoup de sorties. C'est pas tout le monde ne peut pas être Asmodée, hein, on s'en rend bien compte. Mais ça veut dire aussi que vous prenez sûrement votre temps et vous peaufinez ces jeux. Pour ceux qui connaîtraient Affinity ou même Chimère et les premières aventures, il y a quand même, on va dire, une couleur Gameflow à tous ces jeux. Ouais, ben c'est un peu le parti pris qu'on a pris. Il y a plusieurs façons de faire. Beaucoup de maisons d'édition ont un but d'avoir 3 sorties par an ou des choses comme ça pour être viables. Nous, on a pris le parti pris d'essayer d'en faire moins, mais d'essayer de les soutenir plus longtemps et d'essayer de les amener sur autant de plateformes qu'on peut pour les faire marcher et les faire vivre sur la durée. On a pris cette démarche aussi parce que le monde du jeu, il y a énormément de sorties, énormément de jeux. Et il y en a de plus en plus et on se dit que peut-être ça a un intérêt de viser à ne pas surcharger pas surcharger le secteur, mais plutôt essayer de viser on va dire de la qualité plutôt que de la quantité.
En tout cas, notre approche, elle est dans ce sens-là, quoi. Il y a aussi un vrai parti pris pour le matériel. Quand on regarde Chimère, qui était cette association de trois plaques pour faire un écusson, ou même Affinity avec cette boîte aimantée qui se déplie, puis beaucoup de couleurs dans tout ce que vous faites. Il y a un parti pris pour du matériel de qualité et agréable à manipuler. Ouais, en fait, ça fait partie des façons de rendre un jeu, faire qu'il se dénote par rapport aux autres. La boîte d'Affinity, c'était une question qu'on s'est posée à un certain point. Est-ce qu'on fait juste une boîte cloche ou est-ce qu'on essaie de designer quelque chose d'un peu plus inhabituel, un peu plus intéressant? Et donc on a réfléchi en fait à quelle boîte serait pratique, quoi, intéressante pour le jeu. Et donc on a eu cette idée de faire des espèces de sabots et que la boîte se déplie et tac, on peut jouer directement. Et à partir de là, c'est Clément qui a fait le gros du design technique de la boîte et travailler avec les fabricants pour rendre ça possible, quoi. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur votre manière de travailler? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des séances de brainstorming? Est-ce que tout d'un coup, quelqu'un a une idée, il tente de la faire partager? Est-ce que vous êtes vraiment complémentaires? Sur le travail d'édition, on est assez complémentaires dans le sens où je me charge de tout ce qui est, on va dire, artistique, graphique, etc., et de certains éléments de com. Et Clément a toutes les tâches sérieuses pour lui. Donc c'est lui qui a le droit de faire la compta et toutes ces joyeuseries. Mais c'est aussi lui qui se charge de tout ce qui est fabrication et de travail avec donc les fabricants et avec beaucoup notre distributeur et tout ce travail-là, il s'en charge également. Quand il s'agit de créer des jeux eux-mêmes, en général, on a des journées de boulot en fait qu'on fait avec donc moi, Clément, mais aussi des auteurs des environs de Grenoble. On se retrouve à 4-5 auteurs et on travaille sur nos différents protos. Et le gros intérêt, c'est qu'on se donne des retours du coup beaucoup plus professionnels sur les problèmes qu'on arrive à ressentir. Ce qui est plus dur pour si tu fais une table avec des potes à toi ou des choses comme ça, ils vont pouvoir dire s'ils ont bien aimé ou pas, mais ils auront peut-être plus de mal à cerner mécaniquement qu'est-ce qui va pas ou si ça ressemble à un autre jeu obscur qui est dans le marché ou des choses comme ça, quoi. Et puis après, il y a tout le travail de faire découvrir ces jeux. Alors, on peut pas vous rater hein, sur les festivals. C'est vous qui avez ces colliers de crayons multicolores. C'est ça. On a eu les colliers de crayons multicolores pendant un bon moment. C'était principalement pour faire les dédicaces de Chimère, vu qu'on dessinait des bestioles dans les couvercles des gens. On leur demandait 3 animaux et je me débrouillais pour dessiner une chimère avec ça. Plus récemment, on les porte moins souvent parce que bon, déjà ils sont assez encombrants à porter et hélas, les boîtes d'Affinity et les livres de la première aventure sont plastifiés et du coup les feutres qu'on avait ne marchent pas dessus. Donc du coup, maintenant on a des Sharpies, mais ça fait de moins beaux colliers. Et donc ce travail de tourner à travers la France, ça vous prend beaucoup de temps parce que des festivals, on a l'impression qu'il y en a quasiment tous les week-ends en France. Ah, il y en a même plusieurs par week-end si jamais on voulait tous les faire, ça c'est sûr. En fait, on a fait énormément de festivals, surtout les premières années. On en a testé plein et là chaque année en fait on refait ceux où qu'on sait on doit y être, quoi. Il y a Cannes, il y a des choses comme ça qui sont des nécessités pour le travail d'éditeur. Mais après on fait des qui sont assez proches ou qui nous coûtent pas trop cher pour venir ou pour le prix des tables elles-mêmes, des choses comme ça. Donc petit à petit on affine un peu notre liste de salons et ainsi on peut éviter d'en faire tous les week-ends parce que ça, au bout d'un moment, c'est difficile à tenir, quoi. Et peut-être que pour la vie de famille, c'est un peu compliqué aussi. Voilà, exactement. Je vous rappelle qu'on est en compagnie de Roméo Aignon, que l'on évoque Gameflow, parce qu'à la fin du mois de septembre, il y a le 3e tome, Ma première aventure, l'histoire dont tu es le tout petit héros, qui sort. Après nous avoir proposé un premier tome plutôt fantasy, un 2e tome aventure sous-marine, nous évoquons maintenant, on peut dire, la science-fiction. Alors, c'est peut-être ce qu'il y a de plus original pour les enfants ces derniers temps. Leur permettent de jouer et de lire vraiment de manière super originale. Est-ce que vous pouvez nous parler de la naissance de ce projet? Ah, tout à fait, oui. Ma première aventure. À la base, l'idée, c'était de faire un espèce de cadeau d'anniversaire pour ma nièce, un espèce de prototype de maison d'un truc qui serait une petite aventure pour rigoler. Et puis voilà, faites maison en papier avec une petite torsade sur le bord, et voilà. Et en fait, quand j'ai montré ce projet-là, enfin ce petit prototype à Clément, ça lui a beaucoup plu. Et
ça a beaucoup plu autour de nous et du coup, Clément a pas mal poussé pour essayer d'en faire, d'aller jusqu'à l'éditer. Et puis maintenant, on regrette pas du tout. C'est effectivement, ça a beaucoup de succès et on est très content des retours qu'on a de plein de gens, de parents, d'enfants, de professeurs, de gens comme ça. C'est vraiment très très gratifiant d'être allé au bout de ce projet. Et puis du coup, après la sortie du premier, on s'est dit qu'il fallait faire une petite gamme pour pouvoir décliner différents univers graphiques, différentes histoires. Et depuis, on travaille beaucoup là-dessus. En fait, Gameflow, c'est notre activité principale actuellement de créer des nouveaux livres. Le 4e, le 5e, ils sont en développement. Donc on continue. Voilà une super bonne nouvelle pour les parents et les enfants qui vont nous écouter. Alors, c'est très malin, mais il fallait y penser. Ce livre qui se lit linéairement, hein, pas comme les livres dont vous êtes le héros, où il faut aller de chapitre en chapitre. Là, on avance comme si on tournait des pages, sauf que certaines pages sont partagées en 3 parties, et du coup, ça permet un choix multiple et surtout une rejouabilité assez phénoménale. Oui, c'est ça. Oui. En fait, l'approche en termes de game design, c'était de se dire qu'est-ce que j'aime bien les deux autres héros, qu'est-ce que j'aime pas. Donc j'aime bien le fait qu'il y ait des choix, mais j'aime pas devoir prendre des notes, j'aime pas devoir regarder les pages 37, puis la page 24, puis la page 12. J'aime pas trop cette façon de fouiller dans le livre. Et à partir du moment où on se dit que c'est un objet qu'on veut pouvoir lire à un enfant des 3-4 ans, il faut que tout soit dans le livre, qu'il n'y ait pas de notes, qu'il n'y ait pas d'objet à côté, que ce soit le plus facile à gérer avec un enfant sur un genou, quoi. Et donc à partir de là, on a mis des roues dans les coins du livre pour représenter notre inventaire, on a mis des pages découpées, des choses comme ça pour pouvoir avoir des choix, mais sans aller se balader partout dans le livre, comme dans tous les cas classiques. Voilà, ce genre d'approche. Au niveau du travail, du design de l'objet, on n'imagine pas combien de temps ça peut prendre, le nombre de prototypes peut-être que vous avez fait pour que tout cela fonctionne à merveille. Pensez au fait qu'avec les spirales au milieu, ça marche mieux pour retourner les pages, qu'il faut un papier de qualité, plastifié pour que ce soit agréable et solide, ces fameuses roues dans les coins qui proposent des objets et que l'on peut tourner, et donc il faut les faire apparaître en laissant des coins libres. Combien ça vous a pris de temps de prototyper, de trouver le vrai bon exemplaire à proposer au public? Ça a mis pas mal de temps. Je pense que le projet a mis peut-être entre la toute première idée et la sortie du premier, il y a peut-être eu peut-être 1 an et demi. C'était pas si long que ça en un sens. Mais par contre, il y a eu beaucoup de travail du côté de Clément pour essayer de trouver les bonnes dimensions qui allaient bien, le fait d'utiliser les torsades, le fait d'utiliser du papier plastifié. Et en fait, tout ça, on s'est aussi basé sur ce qui existe dans le monde du livre. En fait, c'est Clément qui a fait le tour des librairies, qui a regardé qu'est-ce qui existait. Comme par exemple, il y a des livres où on peut choisir le haut d'un bonhomme, le milieu d'un bonhomme, le bas d'un bonhomme. Et on a vu que ces livres-là avaient en point commun le fait d'avoir des torsades et pas une pliure collée. Parce qu'en fait, ça marche mieux pour pouvoir tourner les pages facilement, mettre n'importe quelle page en face de n'importe quelle page. Et donc, on a observé les technologies existantes et on s'est adapté, on l'a adapté à ce dont on avait besoin. Et petit à petit, on a eu les fabricants qui nous ont fait des propositions aussi, d'amélioration, des choses comme ça. Et petit à petit, ça s'est finalisé vers ce qu'on a actuellement. Et puis le travail de l'illustration aussi, c'est un vrai travail à côté duquel il faut pas passer, parce que on parle à des enfants, mais on parle aussi à des parents qui vont peut-être partager ça avec leurs enfants. Il faut que c'est un côté enfant, mais pas trop. Il faut qu'il y ait de la couleur, c'est le cas, et surtout il faut des histoires qui tiennent la route. Oui, bien sûr. Niveau illustration, oui, c'est une tâche assez complexe parce qu'on a à la fois une contrainte, il faut que ça marche pour des enfants des 3-4 ans, mais en même temps, les livres fonctionnent jusqu'à 7, 8, 9 ans peut-être, des choses comme ça. Donc, on ne veut pas non plus avoir des graphismes qui sont vraiment trop pour les petits. Donc, on a essayé de trouver des chartes graphiques qui sont accessibles à assez jeunes, mais qui sont quand même assez intéressantes pour les un peu plus grands. Et du coup, on s'est pas mal éloigné des standards, on va dire, de la littérature jeunesse en termes d'illustration. On est assez loin de ce qui se fait dans ce type de livre, d'habitude. Mais on se dit que ça peut être une force aussi. C'est le temps qui nous dira si c'était une erreur ou pas, on va dire, mais pour l'instant, ça se tient. Et du coup, on a fait le contrainte. On a travaillé du coup avec Arnaud Boucle, qui est illustrateur du premier et du 3e livre.
Et avec lui, on a cherché une charte graphique qui nous plaisait et qu'on pouvait décliner sur le nombre de pages qu'on avait à faire, dans la limite de temps qu'on avait pour illustrer tout. Donc il y a beaucoup de contraintes à prendre en compte, mais on est bien content nous du résultat. Après, les goûts et les couleurs, mais nous on est contents. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez réussi en 3 tomes à proposer 3 univers complètement différents. On pourrait parler d'Heroic Fantasy pour le premier, peut-être plus contemporain pour le second, ou même affilier ça à Jules Verne et au steampunk avec les différents sous-marins. Et puis le troisième, la science-fiction. Et du coup, on s'aperçoit qu'il y a une vraie seconde lecture, c'est-à-dire on peut proposer des univers adultes à des enfants. Il suffit juste de trouver le bon angle. Oui, ça c'était une volonté quand on a commencé à développer ça en gamme, le concept en gamme. On s'est dit que si on refaisait une histoire, si on faisait ça y est, j'ai attrapé un dragon, maintenant je vais le dompter par exemple, on pouvait le faire, mais ça n'avait pas trop de sens dans une gamme de faire ça où les livres se suivent ou des choses comme ça. On trouvait ça plus intéressant de varier pour qu'un maximum de gens puissent essayer en fait, parce qu'il y a des gens qui dans le monde du jeu, oui, les gens ils aiment bien l'heroic fantasy et ça marche directement, mais en fait dans le monde du livre ou dans d'autres tissus sociaux, les gens ils n'auront pas les mêmes références que les gamers, et du coup on s'est dit allez, une histoire, c'était un peu sur Jules Verne, l'histoire de l'Atlantide, puis après une histoire dans l'espace, et la suivante qui est probablement un espèce de conte africain plus ou moins, enfin une histoire un peu comme ça. Donc notre idée c'est vraiment de varier les univers à la fois narratifs et graphiques au fur et à mesure, et puis après avec le temps on verra, peut-être qu'on fera une deuxième histoire de dragon, mais pour l'instant on a encore plein de possibilités d'univers qui sont devant nous. Les retours, comment ils se passent? Moi, je pourrais vous en faire. Hein, j'ai 2 enfants, 4 ans et demi et 8 ans. À chaque fois, c'est un vrai plaisir de se retrouver en tant qu'adulte au milieu de ces 2 enfants et leur proposer une histoire. Et même s'ils connaissent l'histoire par cœur, ça les gêne pas. Il y a le côté, je tourne la page. Peut-être que la prochaine fois, je prendrai un autre chemin. Vous avez déjà des retours, vous, des enfants, des parents, lesquels vous font peut-être le plus plaisir? Comment vous les prenez? On a beaucoup d'excellents retours, et ça c'est un vrai plaisir, c'est sûr. Il y a eu notamment des retours d'enfants qui sont venus me voir tout timides et qui me disent qu'ils sont super contents du livre et que c'est leur livre préféré et tout ça. Et ça fait effectivement super chaud au cœur, quoi. Voir que ça plaît autant et que ça les marque, cette histoire. Et on a des enfants qui vont avoir des approches, qui connaissent le livre par cœur et qui vont commencer l'histoire en disant « Bon allez, ce coup-ci je vais prendre Timon et je vais finir avec 2 bobos. » Okay. C'est pas le but du jeu. Ok, très bien. On va faire ça. Donc ils connaissent tellement bien le livre qu'ils se donnent des petits challenges et qu'ils partent faire leurs propres aventures, quoi. Donc c'est super qu'ils puissent s'approprier comme ça l'objet, quoi. Alors, on peut peut-être quand même évoquer la suite, parce que ce 3e tome sort le 27 septembre, c'est la date de sortie officielle. Vous nous avez déjà dit que vous prépariez le 4 et le 5. On imagine que ça va bientôt sortir, mais Gameflow, c'est aussi des jeux. Alors, quid des mois prochains? Du coup, comme je disais, on se focalise beaucoup sur les livres en ce moment pour essayer de faire une belle petite gamme. Peut-être qu'on ralentira les sorties ensuite. Dans un premier temps, on va en avoir un certain nombre pour que chacun puisse choisir l'histoire qui lui plaît le plus, l'univers qui lui plaît le plus pour commencer à rentrer dans ce type d'histoire. Et puis après, donc on a ce Thor Dragon d'Or qui est le projet de jeu qui devrait arriver le plus vite, mais on ne sait pas exactement quand encore. Et celui-là, c'est un espèce de jeu, un petit mix de mémoire et de rapidité pour les enfants, mais c'est coopératif en fait. On va être ensemble à essayer de farfouiller dans le trésor d'un dragon pour retrouver des objets qu'on recherche sans le réveiller. Donc en fait, on va devoir être rapide et pas faire de bruit pour farfouiller tous ensemble et essayer de trouver tout ce qu'on veut avant que le dragon ne grogne, ne nous grille. Et donc, ce sera plus peut-être 2020 pour ce jeu-là? Oui, il y a des chances que ce soit en 2020, ouais. La plupart de nos sorties, même le quatrième tome, il devrait être pour normalement Cannes 2020, je pense, quelque chose comme ça, si tout va bien. Donc tout va sortir en 2020, à part le Phobos qui sort là en septembre.
Profitons-en peut-être pour évoquer Affinity, puisque Affinity avait une actualité aussi récemment avec une extension sensuelle, un petit jeu aussi qui sortait du lot, dans lequel on s'amusait en fait à faire découvrir. C'est un jeu coopératif où il fallait faire découvrir des émotions. C'était très malin ça aussi, et vous aviez sorti une extension alors plus adulte qui s'appelait Sensuel. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, le jeu de base, il est accessible aux enfants des 8 ans. Il faut savoir lire et un petit peu plus. Mais il marche très bien entre adultes aussi avec le jeu de base. Et en fait, l'extension, on avait prévu de la faire assez tôt parce que on trouvait que c'était dommage que le jeu soit un peu trop, disons, classé par les gens dans la catégorie jeu pour enfants, alors qu'il est un groupe d'adultes qui joue avec l'émotion glauque, se marre beaucoup en fait. Donc c'est vraiment une des facettes du jeu qu'on voulait pas qu'elle passe à la trappe, et donc on avait développé cette extension. Et effectivement, sensuel, c'était un des concepts, on va dire, c'est pas exactement des émotions qu'on utilise dans le jeu, mais bon, un des concepts qui marchait très bien pour créer des nouvelles phrases et avoir un nouveau degré de lecture, on va dire, de ces différentes phrases et de ces différents morceaux de phrases qu'on n'avait pas encore dans le jeu de base. Et puis on peut rappeler quand même que Chimère, moi c'est un jeu que je recommande particulièrement. On n'en a pas beaucoup entendu parler, mais c'est un jeu qui allie plusieurs façons de jouer. Il y a plusieurs étapes dans le jeu et c'est vraiment très drôle et à la fois rapide et beau en même temps. C'est un jeu que j'aime en parler autour de moi. Ce jeu-là, vous le faites encore jouer quand vous vous déplacez en salon? On le fait plutôt jouer en salon parce qu'en fait, on n'a plus de stock. Il est encore trouvable dans certaines boutiques, il est encore trouvable en occasion et des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on a trouvé l'intégralité du stock et qu'on ne pense pas en rééditer. Donc du coup, on va sortir et à mettre en avant les jeux, encore Affinity, les premières aventures en ce moment, quoi. Mais oui, c'est un jeu qui avait plein de qualités, qui a toujours plein de qualités et plein de petits éléments intéressants, et qui en même temps est assez difficile à expliquer. Il n'est pas très compliqué, mais il est difficile à expliquer comme ça en une seule phrase qu'est-ce qu'on doit faire dans ce jeu. Parce qu'il y a plein de choses à faire. C'est ça, il y a plein de choses à faire et voilà, on est très content c'est notre première sortie, on est très content du résultat. Et c'est vrai que du coup, il a moins bien marché qu'Affinity ou que les premières aventures, mais il a suffisamment marché pour qu'on continue à faire nos éditions et nos machins, donc c'est cool, quoi. C'était une très bonne première expérience et on est très content du résultat, avec des belles illustrations de Biboun et plein de bonnes choses, et c'est avec plaisir que je le ressortirai dans un moment. Même si pour l'instant j'y ai un peu trop joué. C'est avec plaisir que je le ressortirai dans quelques années pour revoir ça avec du temps. Merci beaucoup Roméo Aignon. Je rappelle que vous êtes l'un des cofondateurs avec Clément Leclerc de Gameflow. Gameflow dont on évoquait les jeux et tout particulièrement ce 3e tome, ma première aventure, qui s'appelle l'Odyssée du Phobos. Vous allez pouvoir jouer l'un des 3 personnages, Toby, Gloob et Eclipse, pour partir dans l'espace, aider un petit robot. On peut même ajouter, pour finir, que vous avez rajouté dans ce livre une petite particularité. Là où les autres, il y avait 3 objets par roue et qui nous aidaient, en fait, les objets à conclure l'histoire. Là, en fait, les objets vont nous aider à trouver d'autres objets. Oui, c'est ça. En fait, on n'a pas le côté bobo ou fuite des premiers livres qui sont une espèce de punition en un sens. Là, on va essayer de trouver des pièces détachées pour réparer notre copain robot. Donc mécaniquement, ça remplit plus ou moins le même rôle de définir le succès ou l'échec de la mission à la fin du livre. Mais du coup, c'est un objet qui est positif au lieu d'être un bobo qui serait négatif, quoi. Merci beaucoup, plein de bonnes choses pour la suite. On attend le 4e tome, alors pour ceux qui sont fans, après, mais jetez-vous le 27 septembre prochain sur ce 3e tome de ma première aventure, l'Odyssée du Phobos. Je vous promets, je vous garantis un excellent moment avec vos enfants. Proposez ça lors du couchage ou en après-midi pour les détendre. C'est à la fois ludique, c'est beau, c'est facile à prendre en main.
main, ça apporte plein de choses, du ludique, mais aussi de la lecture, ça ouvre sur plein d'univers, et ça c'est grâce à Roméo Aignan qui est à la conception du livre, et on souligne aussi Arnaud Boutle qui est à l'illustration. Merci beaucoup et très bonne continuation à vous. Merci à vous, au revoir.